Denis, nouvelle saison au Triptyque Théâtre. Oui. Depuis combien de temps il existe? Alors la compagnie Triptyque Théâtre, elle existe depuis le milieu des années 80. Elle a été créée en 1986. À Nîmes. D'abord à Montpellier et D'accord. on s'est installé à Nîmes en 1990. D'accord. Et l'endroit là 2015. 2015, d'accord. Alors tu es directeur, on va dire, hein, on va faire simple, mais tu es aussi, tu as dit, metteur en scène, c'est-à-dire que tu n'es pas que au Triptyque Théâtre, hein, tu fais d'autres choses. Oui, ça m'arrive de faire des mises en scène, puis surtout de lire beaucoup aussi ailleurs qu'à Nîmes. Et puis j'ai des engagements pédagogiques aussi, que ce soit au conservatoire, dans les écoles supérieures aussi, et puis un partenariat très, très fructueux avec le lycée Philippe Plamoux, puisqu'on est partenaire culturel du lycée. D'accord. Et on a la responsabilité des enseignements artistiques théâtre. Il y a des bacs théâtre, donc avec coefficient 18, donc c'est pas rien. D'accord. Alors on verra qui tu recevras prochainement, comme on a dit, et comment va évoluer la littérature. Hein, j'y tiens, avec l'arrivée de l'écriture inclusive. D'ailleurs, c'est pas que la littérature, c'est aussi l'écriture d'ailleurs. Mais on va commencer par Vincent parce que tu vas nous quitter et tu as un emploi du temps chargé. D'ailleurs, je te remercie d'être venu parce que je sais que tu as beaucoup de choses à faire. Alors, tu y vas quelquefois au théâtre d'ailleurs? Pas assez. De ton ami quand même. Évidemment, tu vas le soutenir. J'y vais, j'y suis allé, mais j'y vais pas assez, comme je vais pas assez au théâtre de Nîmes. Ouais. Et je regrette, hein, mais c'est vrai on comprend avec. L'emploi du temps est un peu chargé, et puis j'ai une vie de famille à côté, et il y a des moments, il faut quand même savoir aussi la préserver. Alors, on parlait de la d'écriture inclusive, deux mots quand même parce que toi tu y es aussi confronté, je suppose, dans les documents administratifs, hein, parce que maintenant c'est de plus en plus, on voit... ça reste rare. Hein. Ah ouais. Alors après, moi, c'est peut-être parce que tu y fais déjà plus attention, peut-être. Non, mais... Après, j'ai pas un avis absolument tranché sur la question de l'écriture inclusive. Je sais après que le combat pour l'égalité femmes-hommes est un combat absolument essentiel et qu'il est loin d'être gagné, qu'il y a encore beaucoup de chemin. Et si c'est un moyen pour le faire avancer, voilà, la langue, enfin Denis, il sera mieux à même de répondre, mais la langue a toujours été quelque chose qui évolue de toute façon. Oui, bien sûr. Et donc, mais déjà, elle était déjà, je veux dire, un peu de fait, parce que souvent on le disait quand ça pouvait prêter à confusion, on répétait le mot, précisait, voilà, le truc. Bon, enfin, on en discutera tout à l'heure. On va revenir un peu sur tes mandats. Dans lequel il est le plus facile d'agir ? À la mairie, à la métropole, au département, parce que... Alors, évidemment, c'est pour moi... Alors, dans l'opposition, on peut agir, mais on est limité, forcément, même si on a et on le fait très consciencieusement avec le groupe Nîmes Citoyenne à Gauche. Non, mais justement, alors, juste une parenthèse, à quoi ça sert, alors, justement, d'être sans... La démocratie sans opposition, ça n'existe pas. Voilà. Mais comment elle s'exerce ? On est vigilant, et je vous dis, on examine tout ce qui passe, on soulève des choses qui ne nous conviennent pas, on est le relais, le porte-voix d'un certain nombre de gens et d'initiatives qui peuvent exister en ville. On fait des propositions quand on peut. Voilà, en ce moment, on est beaucoup sur la bataille, par exemple, sur les clubs de sport féminin à l'échelle de l'agglo. Bon, si on n'avait pas soulevé ça il y a quelques mois, aujourd'hui, ça sera enterré. Et je pense qu'on va arriver à les soutenir davantage à l'agglo. Mais évidemment, pour moi, c'est plus facile d'agir à l'échelle du département, parce que là, je suis dans la majorité. Je suis conseiller départemental délégué au sport. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, il y a des choses qu'on peut mettre en place plus facilement, et c'est ce qu'on fait. Et puis, je préside le CAUE, qui est le Conseil en architecture, urbanisme et environnement, qui s'occupe du patrimoine. C'est bien, parce que ça te permet quand même d'avoir une vue un peu d'ensemble, hein, à travers tous ces postes. Oui, c'est bien, de pas... moi, je suis pas un spécialiste d'une chose en particulier. Non, mais d'avoir une vue d'ensemble, c'est toujours intéressant. D'accord. Rien à voir, mais il y a le Palais des Congrès là, qui va se construire. Oh, c'est pas rien à voir. Hein. Non, enfin, rien à voir avec le sport. Je veux dire, tu parlais du sport, alors, là, c'est pas du sport. Ouais. Mais c'est un peu de la culture quand même aussi. Ça va être un lieu, en principe, un peu de culture aussi. Et donc, est-ce que, ton avis sur ce Palais des Congrès, est-ce que c'était vraiment utile ?
Eh ben, c'est une vraie question. On avait dit, alors en plus c'est arrivé pendant la période Covid où il y a beaucoup de pratiques et d'habitudes qui ont changé. Aujourd'hui on se rend compte que beaucoup de palais des congrès n'arrivent pas à rentabiliser. C'est ça. Le tourisme d'affaires, comme Le on dit, tourisme d'affaires. Honnêtement, je pense qu'il y avait d'autres priorités sur la ville, même s'il manque de salles plus ou moins grandes pour des réunions. Mais il y avait Paloma, il y avait, enfin, ouais, alors avait bon, peut-être d'autres. il pourrait y avoir un équipement modulable, mais on ne sait pas encore beaucoup comment ça va fonctionner, pour être très clair. Ouais. Et on a une crainte sur l'hyperdensification de ce quartier qui va poser des problèmes au voisinage, des problèmes de circulation. Et donc, je crois que c'était une idée qui, à mon avis, aurait mérité d'être reposée au regard du contexte. Je veux pas être méchant, hein, mais si, un peu quand même. Mais est-ce que c'est pas pour un jour mettre Jean-Paul Fournier ça, je sais pas. Non. Mais après, je vois que c'est un peu tendance dans toutes les villes. Hein, tous les maires, ils construisent leurs trucs et puis. C'est le truc des maires bâtisseurs. C'est-à-dire que on est maire quand on a réussi à faire des bâtiments, voilà. Bon, c'est bien, mais je pense que ça suffit pas. Et aujourd'hui, il y a eu le centre Georges Pompidou, hein, c'est peut-être lui qui a lancé d'ailleurs l'idée à l'époque. Et puis bibliothèque Mitterrand, on va équilibrer un peu. C'est un très beau centre. Le centre Georges Pompidou et la bibliothèque Mitterrand sont très beaux lieux. Jacques Chirac après a fait son musée. Enfin, tout le monde y va de son petit. Un peu. Mais alors, ce qui est dommage, c'est que moi, je pense que c'est plus le modèle aujourd'hui qu'on doit suivre, mais. Le problème, c'est que c'est ça qu'on regarde, notamment chez les médias, en premier ou dans la population, c'est quel équipement, c'est ça qui attire le regard. Quoi. Ouais. Et donc, il faut qu'on déconstruise un peu ça, parce que je pense que mener une politique municipale ou à d'autres échelles, c'est pas que quand même le musée, là, c'était quand même déjà un beau phare, quand même, pour la ville, je trouve. D'ailleurs, il a une belle réussite quand même, de visiteurs, j'entends. Mais là aussi, c'est pareil, j'ai entendu qu'à Narbonne, ils allaient en faire un. Enfin, maintenant, on va avoir une collection. Il est fait, ça y est. Inauguré. Donc c'est pareil, on va avoir une collection de musées. Il y en a à Arles, il y en a. Enfin, toutes les villes. Il faut construire des musées, des prisons. Il y a d'autres soucis avec le musée de la Romanité, c'est celui de sa gestion. Ah oui, ça, bon, on va pas non plus rentrer ça sera une autre émission. Voilà, dans tous les tri. Alors, une petite question quand même, parce que en ce moment, on va dire que tu as un peu le vent en poupe, il y a une cote de sympathie qui se tourne vers toi. Alors, on va faire des suppositions. Si tu étais maire, quelle mesure tu te mettrais en place rapidement? Ça, c'est une bonne question. J'avoue qu'on n'a pas fait le programme encore municipal pour la prochaine fois. Non, mais de toi, d'où tu es là déjà, en profitant de... justement, tout à l'heure, on disait que tu avais quand même beaucoup de postes, de trucs, donc et puis tu brassais aussi plein d'activités différentes, que ce soit le sport, le truc, et ça te donne peut-être des idées déjà. Oui, on en a plein. Après, le problème, c'est que dire des mesures symboliques, parce que ça peut être symbolique. On pourrait décider de baisser les tarifs du conservatoire, par exemple, de les remettre au niveau où elles étaient. Ça pourrait être très symbolique, ou de baisser le prix des transports à l'échelle de l'agglo. Bon. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on rentre trop dans ça. Je pense qu'on a besoin. Oui, et puis on a besoin de réflexion d'ensemble. Plus que de mesures qui s'additionnent. Un mot sur l'actualité. Alors, elle est très fournie. Il fallait choisir on n'a pas le temps de tout développer, ça c'est clair. Il faudrait 4 heures au moins. Mais alors moi, j'ai choisi les retraites. Parce que d'abord, c'est d'actualité. Là, en ce moment, on en parle beaucoup. Et puis, j'y suis en plus. Donc... Alors, c'est bien. Non. Enfin, non, la retraite, ça pourrait être bien. La retraite, c'est bien si on a de l'argent. Si on en a pas, ça ne sert à rien. Je vous dis, arrêtez de vous battre pour aller à la retraite. Ou alors, partez avec de l'argent. C'est ça l'enjeu. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on oublie de dire surtout. Alors, il faut dire que... tout le monde a voulu, enfin quand je dis tout le monde, ça veut dire tous les présidents qui se suivent là depuis quelques années, veulent modifier l'existant, on va dire. Et tout le monde est d'accord. On est bien, enfin je parle de l'opinion publique, tout le monde est d'accord, il se dit, il faut modifier les retraites, mais il ne faut pas toucher à la mienne. C'est un peu ça le discours. Alors comment on fait pour trouver la solution qui fasse, pas plaisir, mais qui réunisse tout le monde, on va dire?
Bon, je ne sais pas si on arrivera à réunir tout le monde sur un sujet comme ça, mais Ouais. bon, déjà, il n'y a pas d'obligation aujourd'hui le système de retraite actuel, tel qu'il est, même imparfait, n'a pas besoin d'être réformé pour des questions de déficit. C'est-à-dire qu'il est équilibré dans quelques années. Il y a 1 ou 2 ans peut-être un peu compliqué, mais après, ça va aller. Donc, c'est juste dans la tête de certains, des libéraux notamment, il faut travailler plus parce qu'on vit plus longtemps. Bon, mais ça, c'est une idée qu'on rejette. Il faut travailler pour pouvoir vivre et pour exister sans doute. Mais en même temps, on a besoin de temps aussi de repos et d'avoir une retraite dans laquelle on puisse avoir une bonne pension pour profiter aussi de la vie. Parce que la vie, c'est le travail et pas que le travail. Et donc, il y a sans doute des moyens à trouver. Bon, déjà, s'il n'y avait pas de chômage, si tout le monde travaillait, si les femmes étaient payées à égalité avec les hommes, on augmenterait sans doute les cotisations, enfin le montant des cotisations, et on serait sans doute mieux payé à la retraite. Ouais, pour modifier les retraites, il faut peut-être aussi, en amont, modifier beaucoup de choses dans le travail. C'est ça, en clair? Oui. Et en tout cas, garder ce système par répartition. Les cotisations sont du salaire socialisé, c'est-à-dire c'est une part de notre salaire qu'on met en commun, et on a besoin de vivre dignement derrière. Donc, nous, on se bat pour une réforme des retraites heureuse pour tous. Un petit mot peut-être il faut savoir dans quel monde on veut vivre demain, tout simplement. Est-ce que c'est un monde de la solidarité ou c'est un monde où chacun est le rival de l'autre et parce qu'au-delà de la question, il faut se poser la question, pourquoi ils veulent s'en prendre comme ça, les libéraux, à la retraite. C'est parce qu'en fait, ils ont un projet de société où, de toute façon, on est de la naissance jusqu'à la mort, on est dans un espace où on doit se soumettre. Et ça, c'est inacceptable. Alors, d'ailleurs, c'est marrant ce que tu dis, parce qu'en même temps, moi, ce qui m'a toujours un peu surpris, c'est que c'est souvent des gens, enfin pas souvent, il y a beaucoup de gens qui ont des gros salaires, des grosses retraites et qui continuent à travailler longtemps. Donc c'est un peu... Ils sont en meilleure santé. Hein. Oui, mais en fait c'est un peu bizarre, quoi, parce que je veux dire, quand tu gagnes bien ta vie à la retraite, je veux dire, quel besoin tu as de... C'est vrai. On n'est pas obligé d'être inactif à la retraite. Les retraités, regarde, tu fais plein de choses et tu aides la société. Oui, mais qui ne me rapportent pas d'argent. Les gens, on voit dans les bénévoles, dans les associations sportives ou l'aide pour les enfants, etc. C'est beaucoup de gens qui sont retraités. Si on n'a pas de retraités, ça va être très compliqué. Non, mais là, c'est pas ça que je disais. Je dis, bien sûr qu'il faut s'occuper à la retraite, surtout que maintenant, si on... Je veux dire, même en supposant qu'on parte à la retraite à 65 ans, par chance, on vit quand même de plus en plus longtemps. En bonne santé, ça dépend qui. Hein. Oui, bon, dans une majorité, quand même, on est bien soigné. En France, on ne va pas se plaindre. Ça se dégrade à très grande vitesse. Voilà, peut-être. Mais on n'a pas le temps d'en parler. Mais ce que je veux dire, bon, c'est qu'on a quand même un espoir. Avant, moi, quand j'étais môme, combien de fois j'ai entendu il est parti à la retraite à 65 ans, il n'a pas profité, il est mort 6 mois après. Donc, c'est quand même pas trop le cas maintenant. C'est pour ça que j'ai dit il faut savoir dans quel monde on veut vivre. Parce que cette question-là, elle est première. C'est-à-dire la question de la répartition des richesses. On est tous conscients qu'on vit dans un monde extrêmement riche, qui produit énormément de richesses. Mais il faut aussi s'interroger sur le sens de cette richesse, parce que à plusieurs reprises, tu as employé le mot argent, tu dis on en a besoin. Jusqu'à là, oui. Parce que c'est ça aujourd'hui qui est le moteur. Et on peut sans aucun doute arriver à penser un monde où le primat de l'argent ne soit pas dominant. Et où la solidarité joue à plein, et on peut très bien réussir à vivre très heureux avec les moyens de vivre correctement. Ouais. Il faudrait développer, parce que je veux dire, il faudrait concrétiser cette idée. Je pense que tu peux le faire, hein, c'est pas la question, mais on ne va pas avoir le temps. Mais parce que quand tu me disais que je parlais d'argent, c'est parce que tout est payable. Hein. Il faut payer son loyer, il faut payer machin. Mais c'est un vrai sujet. Et c'est un vrai sujet. Voilà. Mais il faudrait savoir, il faudrait développer pour savoir comment on peut remplacer. Tu parles de la santé. La santé est accessible de moins en moins gratuitement, et on paye de plus en plus. Et ça, c'est un vrai problème. Quand on veut que tout soit négociable,
y compris l'éducation. Quand c'est pour ça que le problème, il est à la naissance jusqu'à la mort. On veut que tout soit payable et que tout rapporte de l'argent à des actionnaires. Même quand on est mort, d'ailleurs, entre parenthèses. Mais oui. Moi, j'ai lancé Oui, l'idée tout à fait. que le prochain président nous dise qu'on peut être enterré gratuitement sur un enterrement de base. Ça devrait quand même Mais il pouvoir va y se avoir faire. des pompes funèbres municipales. Hein, ça, Il y a Voilà, des... Tu veux y aller peut-être, non? Et ouais, je vais pas tarder à y Parce aller. que Je vais vous il est laisser déjà parler midi, là. de ce programme. Non, je sais pas, je te mets pas dehors, mais Non, je veux pas mais- que tu sois non plus, je veux pas te mettre en retard. Je vais y aller. Comme ça, vous rentrez dans les Voilà, choses et, importantes. hein, Puis nous, on se revoit tout à l'heure pour travailler. si tu avais quelque chose à ajouter, de plutôt assez court. Ça, c'est pas possible. Voilà. Bon, alors, dis-nous un peu ce que seront tes prochains invités. Voilà, Alors, on va revenir au théâtre. Les prochains invités et prochains programmes. On va recommencer le 6 octobre et on va commencer par une lecture. On n'aura pas d'invité ce jour-là parce qu'on a décidé en début de saison de consacrer 2 rendez-vous à une écrivaine à laquelle on dédie la saison, écrivaine italienne qui est décédée à la fin du XXe siècle, Goliarda Sapienza. Et donc on va... Donc elle ne sera pas présente. Elle ne sera pas présente. Et à la Hein, on première, va pas faire comme, au premier rendez-vous comme Biden. c'est assez malheureux. À ce premier rendez-vous, on va lire des extraits de son grand œuvre qui est L'Art de la joie, qui est un roman qui a été publié après sa mort. Et ensuite, le jeudi 13, on reçoit Nathalie Castagnier, qui est sa traductrice et qui est en train d'achever une biographie, plus D'accord. exactement, de Goliarda Sapienza, qui est une femme avec une vie absolument étonnante et un parcours artistique très, très surprenant aussi. Alors ça, rappelle-nous quand même les dates, là, un petit peu plus... 6 et 13 octobre à 19h. 6 et 13 octobre à 19h, donc Au rue de la- 26 rue de la République. Voilà, c'est mieux de réserver. C'est préférable. D'accord. C'est préférable. Donc on trouve, ça c'est le livret, Le voilà, livret, le petit livret hein, de la saison, hein, ça va jusqu'au mois de décembre, c'est C'est ça? ça. Et puis c'est tous les trimestres, c'est ça que tu... On fait deux saisons dans Deux. l'année. Une, on va dire d'automne, Voilà. Et qui généralement fait D'accord. septembre. Et puis ensuite, on a hiver, printemps, été. Où on les trouve un peu partout? Un je peu pense. partout dans Nîmes, surtout dans les lieux culturels, mais pas que, c'est-à-dire Oui. d'autres lieux culturels que sont les restaurants, les boulangeries. Voilà, l'office du tourisme aussi, on n'y pense pas trop. Ouais, peut-être, non, tu es pas au l'office du non, tourisme parce que si tu veux, Les gens n'ont pas le réflexe peut-être d'y aller. non, Pourtant, ça devrait. c'est pas l'office du tourisme par définition, c'est les touristes qui passent et les touristes, bon. Oui, mais pas que. Moi, souvent, Oui, je me balade souvent dans la France et souvent les offices du tourisme, ils Oui. rassemblent justement parce qu'il n'y a pas de lieu vraiment. Hein. En fin de compte, quand on veut avoir des renseignements sur ce qui se passe dans une ville, par exemple. Nous, on a ciblé Mais- plus les musées, etc. D'accord. Et c'est l'office du Oui, tourisme. pourquoi pas. Ça coûte rien d'en déposer. Les musées, les libraires, évidemment. Enfin, voilà. Voilà. Alors et ensuite, donc, on aura, qu'est-ce qu'on aura un peu plus tard, peut-être, de marquant, peut-être. Ah bah tout est marquant parce que tous Oui, les bien écrivains sûr, bien sûr. et écrivaines qu'on me invite doute. sont C'était une question bête, hein. sont importants, non, mais après, bon, tout à l'heure tu disais peut-être il y a des stars. Oui, on a chaque saison, on a des gens un peu plus connus que d'autres parce Voilà. que notre mission c'est à la fois de permettre à des écrivains qui ont Moins connu, etc. Mais c'est aussi de pouvoir, parce que la manière que nous avons de travailler aussi nous permet d'avoir une relation d'intimité très grande avec les écrivains. Combien de personnes tu reçois à peu Par près an, par an. Non, mais dans une. Nous, c'est un petit lieu, alors Oui. On a une cinquantaine de places. Voilà, donc oui, c'est- quand même, déjà. oui, Bon, donc bon, c'est souvent plein. D'accord. Et là, par exemple, bon, l'écrivain le plus connu que nous recevons, c'est Thomas Kunzig, qui est un écrivain belge D'accord. mondialement connu. Mhm. Et donc là, c'est Je suis vraiment... désolé, je lis pas beaucoup. Hein, C'est mais- pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire, mais je le regrette aussi. C'est un manque d'éducation. Donc voilà, donc il y a, je redirai pas le nom parce que redis-le quand même. Thomas Kunzig. Voilà. Donc pareil, est-ce qu'il sera là?
Qui sera présent? Ah oui, tout à fait. Ah, oui, d'accord. oui, Bon, vous voyez, si vous avez envie de découvrir, c'est aussi, on va dire les stars, entre guillemets, c'est aussi un moyen de venir découvrir le théâtre. Bien sûr, on a accueilli par exemple des gens connus comme François Morel dans notre lieu, 50 personnes pour François Morel, ça crée des liens d'intimité. Ouais. Et François Morel, à la fin, me disait que ça lui manquait ce genre de rencontre où d'un seul coup se joue d'autres choses que... oui, mais je vois, c'est pareil pour les chanteurs, pour en avoir côtoyé quelques-uns, de connus, j'entends. Eh ben, c'est pareil, ils ont souvent envie d'avoir une petite salle avec un petit public, etc., pour la proximité. Est-ce qu'il y a un autre... sinon sinon, après, on va rendre à la fin de l'année un hommage à Louis Aragon, puisque c'est le 40e anniversaire de sa disparition, avec 2 rendez-vous. Un, le 8 décembre chez nous, et puis le 10 décembre à Carré d'Art, avec Olivier Barbaran qui présentera... qui fera une conférence sur Aragon, poète du XXIe siècle. Donc oui, c'est très complet. On va accueillir Caroline Stella, qui est une jeune écrivaine de théâtre, singulièrement de théâtre pour enfants. On va accueillir Nathalie Piégé pour présenter un récit sur la vie de la mère de Louis Aragon. On aura aussi Rémi Cecchetto, Florentine Rey. Il y a un site internet? Il y a surtout une page Facebook, Maison des Alors, littératures. Voilà, Maison Théâtre des littératures à voix haute, le petit fascicule, et vous allez sur Facebook et vous retrouvez l'actualité. Il y a aussi j'ai un groupe, Temps Libre. Je t'invite à mettre les choses. Des fois, je les mets quand je les vois passer, je les partage, mais pas le fil d'actualité. Mais tu peux les mettre sur ça, c'est pour ça que je l'ai créé. Donc, allez voir, c'est intéressant. On va parler, pour conclure, de cette fameuse écriture inclusive là. Et moi, je trouve intéressant d'en parler parce que du coup, on peut se demander, pour ceux qui sont comme moi, qui voient ça de loin, bien sûr, qui ne s'y intéressent pas à fond, qu'est-ce que l'écriture va devenir? Quand je dis l'écriture, je parle de l'écriture de livres, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça, je dirais qu'on le sait. On peut pas savoir ce que ça va devenir. Je pense que la question posée par l'écriture inclusive, elle questionne plus la question de l'égalité femmes-hommes. Je pense que c'est ça. C'est surtout ça que pose comme question. Et c'est une tentative de réponse. Et tu penses que c'était pas déjà le cas, enfin, quand l'égalité on précisait quelquefois quand il y avait des doutes. Non, mais après que dans la langue, il y ait des choses qui posent la question de l'égalité des genres et l'égalité des sexes, etc. Moi, je te parle de la question de l'égalité femmes-hommes, c'est la question du droit. C'est-à-dire, par exemple, le droit social, le droit au travail, la justice qui fait qu'à travail égal, il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas forcément... Non, mais quel rapport par rapport à l'écriture? Là, on est d'accord. Parce que c'est un moyen de poser la question de l'égalité des droits. Parce que les langues et l'écriture, puisque l'écriture, ça n'est que un outil au service des langues. J'ai bien des langues et pas de la langue. Des langues, puisque la langue, ça supposerait qu'il n'y en ait qu'une et qui est un principe d'autorité de cette langue-là sur les autres. Quand même d'avoir une langue... Il y a forcément après des questions d'ordre administratif, etc., qui se posent. Mais ça, on peut garder le respect des langues. Les langues, elles sont vivantes. Elles se transforment en permanence. Le mot autrice, par exemple, pour aujourd'hui dire on féminise, mais non, pas du tout. C'est un mot très ancien de la langue française, dont on avait perdu l'usage à partir du XVIIIe siècle. Jusqu'au XVIIe siècle, c'est dans tous les dictionnaires. On en perd l'usage parce que l'usage en a été amoindri. On se retrouve aujourd'hui au XXIe siècle. Peut-être qu'au XXIe, XXIIIe siècle, ce mot sera très courant. Les langues, elles sont vivantes, elles se fabriquent toutes seules. Alors, mais elles se fabriquent toutes seules. La conjugaison. C'est aussi, mais la question des langues et la question, par exemple, de tout ce qui est de l'ordre du normatif. La conjugaison, c'est de l'ordre du normatif, etc. C'est pour figer.
C'est pour essayer de figer. Mais là, on constate aussi que la conjugaison, elle évolue, parce qu'au fil du temps, comme la langue, celle qui est la langue, la réalité de la langue, elle évolue, eh ben, il faut bien faire rentrer des mots dans le dictionnaire, il faut bien modifier la conjugaison, parce qu'il y a des usages qui font que ça se transforme. Les langues, non, mais je pense entre elles, elles communiquent. Regarde, c'est un certain nombre de mots dans la langue française qui ont une origine dans d'autres langues. La langue russe qui prend à la langue française quasiment un tiers de son vocabulaire. Oui. La langue anglaise, il y a plein de mots français. Non, mais c'est sûr que l'arrivée, de toute façon, déjà l'arrivée de gens d'autres pays fait naître aussi l'arrivée, les échanges culturels, l'histoire de la colonisation, le mot assassin, qui est un mot bien connu de la langue française, en fait, c'est un mot d'origine arabe, puisque c'était une tribu qui s'appelait les Hachachines et qui avait visiblement la réputation d'être de bons meurtriers. Et ce mot-là est devenu un mot d'usage courant. Toi, tu vois, tu dis on va s'habituer, c'est qu'une question de temps. Parce que je sais pas. C'est pour ça que je te dis, je ne sais pas, parce que la langue, elle sera véhiculée ou pas. Donc, si tu veux, la seule chose que je vois dans l'écriture inclusive, c'est comme la conjugaison, etc. Ça, on essaye de normer et de figer des choses qui peut-être ne méritent pas d'être figées. Juste un mot, moi je pense me faire l'interprète de beaucoup de gens. Si ce qui choque aussi, c'est quand même ces trucs avec un tiret, alors tu as des phrases à rallonge, il, machin, rêveur, rêveuse, machin, enfin, tu vois, ça n'en finit plus, quoi. Dans une phrase, tu peux avoir... C'est pour ça que la question, la question, je te renvoie à ce que je disais au début, c'est une question on essaye de résoudre, on essaye de faire prendre conscience qu'il y a un problème d'égalité femmes-hommes dans ce pays, et donc dans un certain nombre de domaines, on essaye de trouver des choses qui vont résoudre ou tenter de résoudre les gens pour les amener à réfléchir. Dans l'usage de la langue, pour l'instant, l'écriture, on parle bien d'écriture, on ne parle pas de langue inclusive. Oui. On parle d'écriture, on ne parle pas de langue inclusive. Parce que dans la langue, on dit elle, il, sans problème. Et quand on éprouve le besoin de mettre à égalité, on le précise. Voilà, tout à fait. On dit. Mais de toute façon, c'était comme ça. On dit citoyen, citoyenne. On dit pas. Justement, tu touches du doigt le problème, on va dire entre guillemets, c'est justement que là, on sent qu'on essaie de nous imposer par l'écriture la façon de parler. Alors qu'avant, c'était toujours le contraire. Comme tu dis, c'était la langue qui faisait l'écriture. Là, maintenant, on a l'impression que, regarde, tous les documents administratifs qu'on reçoit maintenant, c'est en écriture inclusive. Donc, ça veut dire qu'on nous... Mais ça fait pas de langue. Ça fait pas langue. On dit bien écriture inclusive. Oui. Tu vois, il faut distinguer l'écriture. Oui, mais à un moment comme toi dans les théâtres, va bien. Bon, là, tu vas pas lire des documents administratifs, mais s'il y en a un jour qui écrit un livre en écriture inclusive, alors quand tu vas lire, tu vas le lire aussi. Bien sûr, parce que tu ne peux... Enfin, les écrivains, s'ils font ça, c'est parce qu'ils ont choisi de le faire. Et s'ils l'ont choisi, c'est d'abord parce qu'eux-mêmes questionnent la langue. Et donc aujourd'hui, ça peut être d'actualité, quel que soit le point de vue d'ailleurs. Ça peut être pour s'en moquer, ça peut aussi être parce qu'on défend ce point de vue de l'égalité femmes-hommes et qu'on dit oui, il faut appuyer cette écriture-là pour témoigner de ça, pour mettre à égalité les genres, etc. Donc si l'écrivain, évidemment, si on lit un écrivain du 19e siècle, la question ne va pas se poser. Mais la question du féminisme, pour certains écrivains, elle se pose quand même au XIXe siècle. Donc ceux-là, on va lire leurs textes, mais on va lire ce qu'il y a écrit. Et si on a un écrivain qui n'utilise que l'écriture inclusive, eh bien, il faudra faire l'effort de le faire entendre. Et après, et ça sera vivant. C'est ça l'important. En attendant, on peut aller voir au théâtre des lectures à voix haute. On peut aller voir ce que tu nous lis, toi ou d'autres d'ailleurs, ou les écrivains. Et ça ne sera pas en écriture inclusive, donc
On va attendre. On va attendre un peu. Je ne sais pas, parce qu'on a Ah là, il y en a quand même déjà. Il y a des Toi écrivains. qui dois lire beaucoup. Il y a des écrivains Tu qui en as- déjà ouais. s'en sont emparés, des Ah ouais. écrivains ou des auteurs ou des autrices, enfin, qui s'en D'accord. sont emparés. Il y en a D'accord. d'autres qui n'y arrivent pas. Il y en a, et il y en a certains qui cherchent. Regarde, les SMS. On peut se Je ne dire, sais pas si c'est vraiment un exemple. mais, Un bon exemple. mais bien sûr, parce que à un moment donné, ça change la langue. Ça change la oui, langue. oui. Et quand tu Oui, es mais élu- malheureusement, là, je dirais, bon, enfin, on va pas partir dans ce débat parce qu'on n'a pas trop le temps, mais je veux dire, là, le langage SMS, il appauvrit plutôt la langue qu'il l'enrichit. Là, Mais on pour sait le pas, coup, on sait pas. Ouais. Si tu veux, c'est ça. On va être obligé de conclure. Denis, je te remercie. Je vous invite à aller au théâtre parce que vraiment c'est intéressant. Et puis même si ça fait pourtant un certain temps que ça existe, et ben c'est dans l'air du temps parce que depuis, comme tu disais tout à l'heure, un peu depuis le Covid, il y a aussi beaucoup d'artistes, chanteurs, conteurs, etc., qui vont chez les gens aussi. Tu le fais aussi d'ailleurs, je Tout crois. à fait. Hein, enfin, chez les gens, je t'ai déjà vu lire même dans des boutiques, etc. Donc, et c'est bien, parce que c'est la culture qui se déplace et qui va vers les gens. C'est mieux que le contraire. Ça sert à relier la culture. Ouais. Donc, Eh ben, c'est un beau mot de conclusion. Vous retrouverez l'actualité du théâtre dans notre groupe Temps Libre, hein, comme j'ai dit, tu mettras. Merci de nous suivre. Pensez à partager cette vidéo, c'est important. Profitez bien de votre temps libre. Salut. merci. Je t'en prie. Ba-ba-da-ba-ba